Si on prend le régime semi-présidentiel, qui est défini comme étant un régime parlementaire mais avec un président élu au suffrage universel qui est irresponsable, c'est-à-dire une sorte de monarque intouchable qui ne peut pas être renversé ni par l'Assemblée ni par personne, ce président-là, qui a l'accès direct au peuple, a des pouvoirs propres, notamment dissolution de l'Assemblée, donc il domestique complètement l'Assemblée, alors que c'est le Premier ministre qui est responsable devant l'Assemblée. Donc ce régime-là, c'est un régime qui historiquement a été celui de l'avènement de la dictature dans les différentes expériences historiques qu'il a connues. Le grand exemple, c'est évidemment la Constitution de Weimar, qui est le premier grand régime semi-présidentiel. Alors on peut parler de la Finlande aussi, mais la Finlande a évolué vers un régime parlementaire. En tout cas, la Constitution de Weimar, c'est la mise en place du régime semi-présidentiel. Donc le président élu au suffrage universel direct, qui a des pouvoirs propres, non contresignés, le pouvoir de dissolution, le pouvoir de référendum et les pleins pouvoirs, l'article 48, qui est l'équivalent de notre article 16. Donc la Constitution de Weimar, c'est copier-coller la Constitution de la Ve République. Et comment a-t-elle été utilisée pour mener au nazisme? Je sais que vous avez reçu Johan Chapoutot. Donc c'est très simple, vous avez une élection présidentielle en 1932, avec le parti nazi, donc Hitler, qui se présente à l'élection présidentielle contre Hindenburg, qui est successeur à sa réélection, candidat à sa propre succession, et puis vous avez le candidat communiste qui fait 10%. Hindenburg fait 50%, le candidat Hitler fait 40%, et le communiste 10%. Donc les voix du communiste et de la gauche se reportent sur Hindenburg, le centriste de droite / droite extrême, qui... Proto-macroniste. Pardon ? Proto-macroniste. Peut-être. Toujours est-il qu'on a ce report de voix pour faire barrage à Hitler. Sauf que fait Hindenburg ? Il nomme Hitler. Non, on n'en est pas là. Ah, il dissout. Il dissout l'Assemblée alors que Hitler vient de faire 40%. Alors que le parti nazi, avant ça, était à 3%, 15, je crois qu'il était à 15% à ce moment-là, enfin juste avant, aux dernières élections. Et il dissout probablement aussi en tant que pari de décrédibiliser les nazis en les mettant au gouvernement. Le même pari que ce que fait Macron. On peut considérer que c'est exactement le même pari. Il disait il va le faire couiner, clair. Bah, pas du tout. Et donc c'était un calcul stratégique. Aussi, il y a eu un accord avec les grands industriels qui se sont dit il vaut mieux Hitler que la gauche. Donc on a eu exactement la même séquence à ces élections législatives-là. Et bien c'est à ce moment-là où le parti nazi a pu former une coalition. Et ensuite, en 1933, il a été nommé, donc suite à cette stratégie d'Hindenburg avec les grands industriels allemands nazis, enfin non justement pas nazis à l'époque, que Hitler a été nommé chancelier. Während der Nationalsozialismus eine neue Fassung und Formung der europäischen Kultur in die Wege leitet, ist der Bolschewismus die Kampfansage des von Juden geführten internationalen Untermenschentums gegen die Kultur an sich. Er ist nicht nur antibürgerlich, er ist antikulturell. Er bedeutet in der letzten Konsequenz die absolute Vernichtung aller wirtschaftlichen, sozialen, staatlichen, kulturellen und zivilisatorischen Errungenschaften des Abendlandes zugunsten einer wurzellosen und nomadenhaften internationalen Verschwörerklicke, die im Judentum ihre Repräsentanz gefunden hat. Avec le dérèglement migratoire, le totalitarisme islamique n'impose plus seulement à ses fanatiques de se séparer de la République française, mais désormais de la conquérir pour y appliquer ses lois, ses mœurs, ses interdits et sa conséquence. La montée en puissance de l'islamisme et la recrudescence quasi quotidienne d'attaques au couteau au nom de cette idéologie constituent l'un des plus grands périls pour notre sécurité, pour nos valeurs et pour nos libertés. Cet islamisme, qui frappe l'Europe comme il a frappé au mois d'octobre au Proche-Orient, a dans notre pays des relais, des idiots utiles et désormais de plus en plus des soutiens. Je veux vous parler de ceux qui sont tombés dans le déshonneur. Je veux vous parler de ces ingénieurs du chaos, regroupés sous une bannière si mal nommée, celle de la France insoumise.
En ayant été les relais de toutes les revendications de l'islamisme sur notre sol depuis des années, en étant aujourd'hui les porte-voix de l'idéologie du Hamas qui a commis de véritables atrocités le 7 octobre dernier, il déroule le tapis rouge aux ennemis de la France et menace désormais la paix civile. Je veux dire à ces irresponsables d'extrême gauche qu'ils nourrissent aujourd'hui un monstre qui demain les dévorera. Plus que jamais, mes amis, il est temps de rétablir l'ordre et l'autorité de l'État sur chaque mètre carré du territoire de la République, de la métropole jusqu'à nos territoires d'outre-mer. Comment reconnaître le fascisme quand il toque à la porte? Parce que c'est vrai qu'après tout, le fascisme n'a pas toujours la décence et la bonne volonté de se présenter muni d'un petit brassard rouge et d'une casquette à tête de mort. On va faire un petit tuto avec Pierre Gentillet. Il est candidat pour le Rassemblement National aux législatives anticipées de 2024. 8 avril 2022, on était en pleine campagne présidentielle, hein, souvenez-vous. Là, ce qu'il nous donne, c'est sa philosophie politique. Nous avons vu que sous le Covid, le politique, quand il décide de définir une situation d'urgence, au nom de cette situation d'urgence, on peut mettre le droit en dessous. Si demain, nous voulons nous affranchir par exemple de certains traités, de certaines normes qui nous empoisonnent, eh bien, à la condition de mettre au pas, c'est vrai, le Conseil constitutionnel, nous pourrons tout faire. Il est tout à fait poli, ce jeune homme. Il est bien élevé, il a une cravate. Cet homme te dit, sans scier, sans trembler, que si le politique décrète, décide qu'une situation est urgente, il peut tout faire, il est légitime à tout décider, y compris ne pas respecter ses engagements internationaux, y compris même ne pas respecter les droits fondamentaux inscrits dans la Constitution. À condition, c'est vrai, glisse-t-il, de mettre au pas le Conseil constitutionnel. Ce dont il vient de parler, c'est le fascisme. Il y a une réflexion à mener, effectivement, sur le Conseil constitutionnel. Je vous dis, c'est un pouvoir politique. Pour moi, tout pouvoir politique doit venir du peuple ou est légitimé par le peuple. Donc, soit on le supprime, purement et simplement. Et on a vécu avant sans Conseil constitutionnel. À ceux qui disent qu'il n'y aurait plus de droit, plus de démocratie, je tiens à dire que le Conseil constitutionnel n'est puissant que depuis 71 et il a été créé en 58. Si les cours constitutionnels s'imposent partout dans le monde, en tout cas dans les démocraties occidentales, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, c'est en grande partie parce qu'on s'est rendu compte que la pente vers le fascisme, vers les régimes oppresseurs des libertés était raide, qu'elle allait vite et qu'on avait besoin de garde-fous qui garantissent que la majorité ne puisse pas opprimer les droits des minorités. Donc quand il dit « on a très bien vécu pendant longtemps sans conseil », oui, par contre ça a mené au fascisme dans certains pays. Mais oui, par contre il a raison. Vous pourriez dire en quoi est-ce que la volonté du peuple serait illégitime? Qu'est-ce qui rend légitime le fait de dire le peuple rassemblé à l'Assemblée nationale et au Sénat ne peut pas tout voter? Rien, vous pourriez dire ça. Mais la réponse, c'est au contraire tout. La volonté populaire, ça n'est jamais la volonté de tous. La volonté populaire, c'est la volonté de la majorité telle qu'elle s'exprime à l'Assemblée nationale et au Sénat. Donc si tu n'as pas une institution, le Conseil constitutionnel, critiquable par plein d'aspects, qui vient contrôler que ce que vote l'Assemblée nationale, c'est bien conforme à la Constitution, alors ça veut dire que la majorité rassemblée à l'Assemblée nationale peut choisir d'opprimer les droits des minorités. Ça, c'est une pente fasciste. À partir de là, la pente, elle est très claire. Oppression des droits des minorités, stigmatisation des immigrés, restriction progressive de la liberté d'expression, restriction progressive de tous les mécanismes qui garantissent le pluralisme politique. Si tu as la majorité au Parlement, tu arrives très facilement, mais ça peut aller très vite, à un monde où en réalité le pluralisme n'est pas garanti. Le fait de défendre toutes les idées politiques sur la sphère publique n'est plus garanti. Ce monde-là, c'est un monde poutinien, ça ressemble d'assez près à ce qui se passe en Russie, ça ressemble d'assez près à ce que Viktor Orban est en train de faire en Hongrie. C'est un monde où, au fond, le parti au pouvoir va chercher à s'y maintenir en ayant un contrôle de l'espace public d'une part, et en ayant d'autre part l'oppression d'une partie des minorités. Et il n'y a absolument rien qui te permet de l'empêcher. Le grand remplacement nous a montré qu'il y a maintenant une distorsion évidente entre ce que le droit désigne et ce que la réalité désigne. Le droit désigne comme peuple français, tous les citoyens français. Or, justement, non. Maintenant, nous pouvons faire la distinction entre ceux qui font partie de la société et qui, vous, moi et plein d'autres personnes qui ne se sentent pas français, qui parlent une autre langue, qui vivent d'une autre manière, nous sommes tous soumis aux mêmes lois. Donc, quelque part, oui, nous sommes tous français. Oui, nous sommes tous français juridiquement. Et c'est ça qui est intéressant avec cette notion.
c'est que le peuple français, ce n'est pas qu'une notion juridique, c'est bien plus que ça. C'est une notion historique, empirique, organique. Et cette notion-là, elle ne peut pas être emprisonnée par le droit. Et nos yeux nous permettent de le voir aujourd'hui. Quand on voyage un peu en France, on voit très bien le changement culturel, le changement de civilisation, le changement de peuple qui est en train de se produire. Nous devons nous détacher du juridique pour viser la réalité concrète, organique, matérielle de ce que l'on appelle peuple. Il vient de dire, au fond, il y a deux types de citoyens français. Il y a les citoyens français qui sont le peuple français, et puis il y a ceux qui ont la nationalité française, mais qui ne sont pas vraiment le peuple français. Ceux qui en font partie et ceux qui n'ont que le papier. Il le dit très clairement, entre les lignes certes, mais très clairement malgré tout. Il suffit de se balader en France et de regarder avec ses yeux. Cette phrase, c'est un appel clair au racisme, mais là le racisme biologique. C'est le fait de dire, regardez autour de vous, il y a des gens, vous voyez bien qu'ils ne sont pas français. Derrière, il te le dit clairement. C'est pour ça que quand j'entends les Lysenko de la démographie comme Lebras qui dit il y a toujours autant de Français, autant d'étrangers, mais en fait il a raison ce monsieur. Parce qu'en fait il met tout à fait de côté la question du droit du sol, les naturalisations, il parle en termes juridiques et nous lui répondons en termes juridiques. Or maintenant, nous devons nous détacher du juridique pour viser la réalité concrète, organique, matérielle de ce que l'on appelle peuple. Par le jeu du droit du sol, par le jeu des naturalisations, ce qu'il est en train de te dire, c'est que si tu es français de deuxième génération, si tes parents ou tes grands-parents même peut-être étaient immigrés, alors tu n'es pas un vrai français. Il le dit clairement. Il est en train d'appeler à une distinction entre citoyens, les vrais et les faux français, distinction qui permettra de faire des lois appropriées pour traiter différemment ces différents français. Ce monsieur se fait l'avocat, défend, souhaite, appelle de son vœu l'avènement de lois raciales en France. Ces lois raciales, il est impossible de les prendre, évidemment. Ce que prône ce monsieur, les lois qu'il souhaite, les lois raciales qu'il appelle de ses vœux, sont en contradiction directe avec le premier article de notre Constitution. Mais s'il n'y a pas de Conseil constitutionnel pour la faire respecter, alors l'Assemblée nationale peut décider de tout et de n'importe quoi, y compris de lois qui opprimeront les droits des minorités.